Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission. Les autorités ont mis en place un PJGouv 2023-2025, un programme jeunesse du gouvernement. Une vingtaine de ministères sont impliqués sur trois axes: l'insertion, l'engagement civique et le bien-être des jeunes. La mise en œuvre du programme est estimée à 1118 milliards de francs CFA pour impacter à terme 1 500 000 jeunes. Nous sommes en novembre, le mois de la jeunesse africaine. Et question, à ce jour, où en sommes-nous en matière d'engagement citoyen et d'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire? Voilà donc la question principale de ce numéro de RTI 1 reçoit. Le ministre Mamadou Touré est notre invité. Il a accepté de venir nous apporter les éclairages nécessaires. Mamadou Touré, donc le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Hamza. Monsieur le ministre, pour vous interroger ce soir, je suis avec Saint-Claver Oula. Vous connaissez un peu Saint-Claver Oula? Bien sûr. En tout cas, je me fais le plaisir de vous le présenter ce soir. Il est journaliste, éditorialiste au magazine Le Panafricain, un journal de droit ivoirien. Bienvenue, Saint-Claver. Merci, Hamza. Bonsoir. Monsieur le ministre, c'est un numéro particulier, un numéro particulier de RTI 1 reçoit. On a de nombreux jeunes ce soir dans le studio. On donnera la parole à quelques-uns d'entre eux, ceux qui auront des questions à vous poser et pourquoi pas des contributions. Le code QR également est opérationnel. Il est ouvert pour nos téléspectateurs. Le téléphone aussi est ouvert et Giscofi est déjà installé. Il se fera le plaisir de recueillir les questions des populations. Et à émission spéciale, disposition spéciale également, cette émission est retransmise en direct sur RTI 1, sur Radio Côte d'Ivoire et sur RTI Digital pour que les populations, partout où elles se trouvent, puissent vous entendre, monsieur le ministre. Le sujet est vraiment important. Voilà donc, le décor est planté. Mais avant d'en venir à notre sujet du jour, monsieur le ministre, dites-nous, vous étiez la semaine dernière à l'Assemblée nationale, face à la Commission des affaires financières. Dites-nous un mot sur votre passage devant les parlementaires. Le passage s'est très bien passé, comme pour la plupart des ministres membres du gouvernement. Nous avons présenté, en tant qu'émissaire du gouvernement, le budget donc 2025 pour le secteur jeunesse, insertion professionnelle et service civique. Et le budget donc, a été voté à la majorité donc, au sein de cette commission. Et de 75 milliards, votre budget, il est passé à peu près 98 milliards. Pour vous, ça représente quoi, cette hausse? Mais ça réaffirme l'engagement du gouvernement à faire du secteur jeunesse une priorité. Quand vous prenez donc la vingtaine de milliards, 25 milliards pour être très précis qui s'ajoutent, nous avons une quinzaine de milliards qui s'ajoutent sur les programmes d'insertion professionnelle et à peu près une dizaine de milliards donc, qui s'ajoutent sur le programme de service civique. Puisque vous savez que dans le cadre du PJGouv, en 2025, nous avons 10 nouveaux centres de service civique à construire sur l'ensemble du territoire national. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous, en 2025, de renforcer les dispositifs en matière d'insertion professionnelle, stage pour les jeunes, emploi salarié pour les jeunes, entrepreneuriat donc des jeunes, etc. Donc ce budget, dans sa monture, démontre donc que le secteur jeunesse reste une priorité pour le gouvernement. D'accord. Monsieur le ministre, la première partie de notre émission est consacrée à l'engagement citoyen, à l'engagement civique et citoyen des jeunes. On va y aller donc tout de suite avec ce premier élément vidéo que nous propose Siaka Kone de la direction des magazines d'information. La jeunesse ivoirienne en action depuis le lancement de l'opération de révision de la liste électorale. Dans les états-majors de certains partis politiques, comme au sein des mouvements de jeunesse, ce fut la mobilisation. Le CNJCI, Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, n'est pas resté en marge. Abidjan et plusieurs villes de l'intérieur du pays ont été pris d'assaut par des jeunes déterminés à sensibiliser la population sur le bien fondé de s'inscrire sur la liste électorale. Nous avons eu des séances de travail techniques au niveau du bureau exécutif national. Et après cela, nous avons eu des séances de travail avec notre ministère de tutelle, le ministère en charge de la jeunesse. Et à l'occasion donc de ces séances de travail-là, il a été convenu que les présidents des jeunesses des différents départements puissent investir le terrain pour aller échanger avec les leaders d'associations de jeunesse, mais également pour se donner au porte-à-porte afin qu'on ait en tout cas une plus grande affluence dans les bureaux de vote. Et c'est ce qui a été déjà fait. Engagement suscité par la volonté de prendre une part active aux échéances à venir. Mais sur le terrain,
des difficultés enregistrées. Les présidents de jeunesse, lorsqu'ils investissaient le terrain, les leaders d'organisations de jeunesse nous faisaient part de ce que l'information relative, par exemple, à la gratuité ne couvrait pas toute l'étendue du territoire national. C'est pour cette raison que nous avons été heureux de savoir justement que les organisations de jeunesse, les leaders de la société civile, mais également les présidents de jeunesse, donc de départements, de régions, se soient mobilisés pour investir le terrain. Cette campagne a-t-elle eu un impact favorable sur la population cible? Pour répondre à cette interrogation, nous effectuons un tour dans des centres d'enrôlement pour un constat. Les autres jours, on a constaté que la jeunesse venait pas trop. À vrai dire, depuis le début, l'engouement n'était pas senti au niveau de la population. Et disons, ces derniers jours, et tendant vers la fin du processus, il n'y a pas de jeunes, surtout pour la révision de la liste. À l'intérieur du pays, même réalité. Au tout début, j'étais un peu timide. Le premier jour, il n'y avait pas trop d'affluence. Le second jour, il n'y avait pas trop d'affluence. Aujourd'hui, en tout cas, ça a commencé un peu bien parce qu'il y a un peu d'affluence quand même. Puis le samedi, les choses sont un peu lentes. Aujourd'hui, au troisième jour, que nous sommes à 13 personnes. En dépit des efforts fournis, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce manque d'intérêt de cette frange de la population? Quelles solutions pour pallier cette situation? Voilà donc, Monsieur le ministre, des questions ont été posées par notre reporter. Vous avez quelques réponses pour nous? Bon, écoutez, on a eu les chiffres officiels de 943 000 ce qui est plus ou moins conforme, plus ou moins égal aux chiffres obtenus en 2020 à l'occasion de la révision de la liste électorale. C'est-à-dire qu'on est dans une tendance qui est plus ou moins semblable. Sauf que cette fois, on en attendait beaucoup plus. Oui, mais comme les années précédentes, je pense que l'habitude électorale dans notre pays veut que, bon, en 2015-2016, je crois, on était autour de 150 000 personnes qui s'étaient enrôlées. En 2020, nous avons eu un peu plus de 900 000 personnes. En 2022-2023, nous avons eu 700 et quelques mille personnes. Et en 2024, un peu plus près de 950 000 personnes. Alors, par rapport donc à l'objectif qui était donc de mobiliser 4 500 000 personnes, on pourrait légitimement se poser la question de savoir pourquoi les jeunes et les primo-votants donc, ne se sont pas autant mobilisés. Moi, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de terrains. J'ai été rencontrer des jeunes, que ce soit à Makori, que ce soit à Nyama, que ce soit à Djamé Habitat, que ce soit à l'intérieur du pays dans cette période. Et à chaque occasion, j'avais l'opportunité de poser des questions aux jeunes. Si je peux synthétiser, il y a 3 raisons fondamentales. La première raison, c'est d'abord le manque d'information. Malheureusement, malgré tous les moyens déployés, certains jeunes n'avaient pas, et ça a été dit un peu, suffisamment d'informations sur le processus. C'est vrai que les partis politiques se sont mobilisés, mais en général, les partis politiques le sont pour leurs militants. Donc des jeunes qui ne se retrouvent pas forcément dans des chapelles politiques n'ont pas forcément eu le réflexe d'aller sur les sites d'information, d'aller écouter les radios, etc. Donc certains jeunes avaient un problème d'information. Ensuite, il y a certains qui ont posé un problème d'accès aux documents administratifs. Et là, ici, je pense qu'il est bon de saluer l'acte du chef de l'État qui a été donc de rendre gratuit donc, le certificat de nationalité. Et je peux vous dire que ça a eu un impact très, très positif sur la mobilisation donc, des jeunes, notamment ce qu'on a constaté. Mais sauf que pour avoir le certificat de nationalité, il faut avoir des documents de base, extraits d'acte de naissance, etc. J'ai été, par exemple, à Doropo, où des jeunes me disaient, par exemple, que, bon, n'ayant aucun document pour faire l'extrait d'acte de naissance, aller dans le chef-lieu de sous-préfecture, etc., pour des gens qui sont en milieu rural, qui vont au champ, etc., ils ne sont pas forcément mobilisés pour. Et là, ça rappelle encore la responsabilité des acteurs que nous sommes. Je sais, en tout cas pour le parti politique auquel j'appartiens, des efforts ont été faits, justement, puisque nous avons un maillage donc, du territoire, pour aller chercher donc, des sympathisants qui n'avaient pas de documents et les encadrer. Et beaucoup de cadres indépendants des partis politiques se sont aussi mobilisés pour accompagner dans ces populations. L'autre raison, je suis obligé de le dire, c'est que certains jeunes m'ont dit qu'ils restent encore traumatisés, non seulement
par la crise que nous avons connue en 2010, mais par des discours violents, des discours de certains acteurs qui rappellent encore le traumatisme donc, des crises précédentes. Et donc ces jeunes se disent ne pas être intéressés d'un processus où on a encore les mêmes acteurs qui tiennent encore les mêmes discours de violence, de menaces, etc. Rappelez-vous, hein, des leaders politiques qui diront par exemple qu'il n'y aura pas d'élection s'il n'y a pas ceci, c'est là. Bon. Et puis, vous avez aussi des jeunes qui, aussi trivial que cela puisse être, qui disent mais que ça ne les intéressait pas. Aussi simplement que cela. Certains estimant que des élus locaux qui sont élus n'arrivent pas toujours à respecter donc, leurs engagements, etc. Alors moi, ce que je leur ai dit, parce que c'est ce qui est important, je commence par les derniers, c'est que les élections, et avant les élections, le fait d'être sur la liste électorale leur donne les moyens de participer au processus de prise de décision, de compter. Parce que si vous nous dites qu'un élu local, élu, ne respecte pas ses engagements, mais si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous n'avez aucune possibilité d'influencer le vote. Le vote, c'est aussi la possibilité d'exprimer satisfait par rapport à une gouvernance, qu'elle soit locale ou nationale, ou bien de sanctionner. Et donc, il était important de leur faire savoir qu'ils devaient prendre leurs responsabilités. Au niveau des documents administratifs, je pense qu'on a un péché commun. C'est d'attendre toujours au moment du processus électoral pour commencer à faire des documents administratifs. Alors que l'État, à travers ses démembrements et ses services, donne la possibilité, en tout temps et en toutes circonstances, de faire des documents administratifs. Malheureusement, le sentiment, c'est que les partis politiques ne s'intéressent donc aux électeurs et par rapport donc aux documents que lorsqu'il y a une élection. Et certains jeunes ont le sentiment qu'ils n'ont d'intérêt que quand il y a des élections. C'est pour ça que je dis à certains hommes politiques, je n'ai pas été très bien compris au Parlement par certains partis de l'opposition, c'est-à-dire que, écoutez, faisons attention, et je m'inclus, nous les politiques, ne donnez pas le sentiment que nous n'avons d'intérêt que par rapport donc, à des élections. Moi, en ma qualité de ministre de la Promotion de la Jeunesse, ce que je retiens aussi, c'est que beaucoup de jeunes se retrouvent exclus de nos dispositifs parce qu'ils n'ont pas de documents administratifs indépendants des élections. Vous avez puisque pour accéder à ces programmes, pour avoir des stages, pour avoir des financements, etc., il faut justifier sa nationalité ivoirienne. Et si vous n'avez pas de document qui vous permet de justifier votre nationalité ivoirienne, vous ne pouvez pas accéder donc, aux documents. Donc, cette opération, surtout la gratuité donc, du certificat de nationalité fait par le chef de l'État, aura permis à des jeunes, indépendamment du processus électoral, d'avoir un document administratif qui leur permet donc d'intégrer le processus d'insertion. Donc pour nous, il y avait deux discours. Discours sur le processus électoral, mais discours sur l'expression de leur citoyenneté à travers donc, les actes qu'ils devaient avoir. C'est ça. Est-ce qu'au-delà de tout ça, il n'y a pas aussi le fait que vous, les politiques, votre politique justement, ne fait plus rêver ces jeunes-là? Ah non, moi je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Alors, moi j'ai par exemple ce jeune au quartier Habitat, vous pourrez les vidéos, etc., qui dit, par exemple, que lui, n'a jamais voté. Parce que les primo-votants, ce n'est pas forcément ceux de 18 ans. Hein. Bien sûr. On a vu des jeunes qui étaient trentenaires et qui n'avaient jamais voté. La CEI le dit clairement, les nouvelles inscriptions. Et l'un des jeunes, vous pourrez voir les vidéos, puisque ça a été retransmis en direct, qui n'avait jamais voté, il disait que bon, il avait décidé cette année d'aller voter. Mais pourquoi il va voter cette année? Parce qu'il a vu les réactions faites par le président Hassan Ouattara, il voit la transformation qui est en train de se faire à Djamé, etc. Donc, l'efficacité des politiques publiques peut être aussi un élément de mobilisation donc, des électeurs, des primo-électeurs. Mais aussi le fait que, malheureusement, notre posture, notre discours, etc., peuvent être de nature donc, à effrayer cette cible et à nous discréditer donc, à ses yeux. Et donc, je pense qu'il nous revient, là, je suis transpartisan, il nous revient donc de réinventer notre manière, notre approche. Et surtout, être en cohérence avec le contenu de nos discours. Il y a même ce qui... ne pas montrer, les jeunes sont souvent matures aujourd'hui pour comprendre là où il y a leur intérêt, ne pas leur montrer ou ne pas justifier donc certaines appréhensions comme quoi on ne s'intéresse à eux que lorsqu'on a besoin d'eux. Mais justement, il y en a certains de vos jeunes parmi vos dents qui ont envie de prendre leur indépendance, qui, même ayant des cartes des partis politiques et qui participent à des élections locales, mais avec des candidatures sans étiquette, par exemple.
Oui. Parce que, justement, nous sommes dans une... ce que je vous ai dit, là, ils sont oui, pas... mais nous sommes dans une démocratie. Le vote est libre, la participation aux élections est libre, et donc des jeunes, la loi le permet, tant qu'ils remplissent les conditions, ils peuvent être candidats. Et on a de plus en plus de candidats jeunes qui s'émancipent dans les partis politiques. Mais je pense aussi que les partis politiques se doivent donc de faire en sorte d'avoir la capacité de mobiliser donc, ces jeunes. Vous savez, la participation pour ce pays d'élection, c'est aussi une chose que j'ai entendue. Ils ont le sentiment que les partis politiques classiques leur accordent peu de place. Et que vous ne les responsabilisez pas, par exemple, ou très peu. Oui, ils ont l'impression que les partis politiques leur accordent peu de place, même si on peut nuancer selon les partis politiques. Mais je ne suis pas là pour faire... j'essaie de parler de façon générale. Je prends le Parlement. Nous avons 255 députés. Est-ce que vous savez que sur les 255 députés, nous n'avons que 4 députés qui ont moins de 40 ans? 4 députés qui ont moins de 40 ans. Et ces 4 députés sont au RHDP. 4, ce n'est pas suffisant. Mais la totalité de ces 4 députés sont au RHDP. Lorsque vous prenez les conseils généraux, près de 1560 conseillers. Sur les 1560 conseillers, il n'y a pas plus de 200 qui sont donc des jeunes de moins de 40 ans. Et plus d'une centaine qui sont du RHDP, etc. Quand vous prenez les conseils municipaux, plus de 7600 conseillers sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de nous dire? Donc, un peu plus de 800 qui ont moins de 40 ans. Et sur les 800 qui ont moins de 40 ans, 700 le sont pour le RHDP. Ce n'est pas suffisant. Mais je suis en train de vous dire que malheureusement, il n'y a pas souvent la cohérence. Et dans le gouvernement, il n'y a aucun membre de moins de 40 ans, par exemple. Il n'y a pas les partis politiques qui, tous les jours, disent jeunesse, 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 ne font pas suffisamment donc confiance aux jeunes pour en faire des conseillers municipaux ou des conseillers régionaux. Même si mon parti est largement devant tous les autres partis politiques, toujours est-il que lorsqu'on prend la tendance générale, je pense qu'il y a des points d'amélioration. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'en 2023, au cours donc de l'année de la jeunesse, le chef de l'État a proposé au Parlement la loi d'orientation sur la jeunesse, qui réaffirme des principes. Que dit la loi d'orientation sur la jeunesse qui a été promulguée? D'abord, garantir la participation des jeunes au processus de prise de décision et assurer une meilleure représentation des jeunes au niveau des assemblées élues. Bien évidemment, les décrets d'application vont suivre. Mais le président de la République, au regard donc de tous ces constats, a décidé donc de prendre les taureaux par les cornes et une loi qui consacre cela. Une loi qui consacre aussi la protection des jeunes contre certains fléaux. Une loi qui instaure une clause d'impact jeunesse pour tous les investissements publics et toutes les politiques publiques qui se mettent en œuvre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez dans le domaine des BTP, etc., vous savez qu'il y a des études d'impact environnemental. Aujourd'hui, on aura aussi donc des études d'impact jeunesse. Tout investissement qui doit se faire, il s'agira donc d'évaluer l'impact que ces investissements auront donc sur la jeunesse, ou toute politique publique qui est mise en place. Ensuite, la participation des jeunes au processus de décision. La loi oblige les collectivités territoriales, donc conseils régionaux, mairies et toute autre instance d'associer systématiquement des jeunes dans tous les processus de prise de décision. Donc c'est une loi qui a été prise en 2023. Les décrets d'application sont en cours donc, de finalisation et qui permettra donc de corriger cette situation que je viens de décrire. D'accord. Oula. Merci Hamza. Monsieur le ministre, tout à l'heure dans votre développement concernant la non-mobilisation de la jeunesse pour l'enrôlement sur la liste électorale, vous avez évoqué le discours violent des politiques dont ils vous ont fait cas, l'ambiance violente qu'il y avait chaque fois pendant la période électorale. Vous avez recueilli assez d'éléments, parmi lesquels se trouve l'élément que je viens d'évoquer. Maintenant que vous avez ces éléments-là en main et que vous êtes des personnalités politiques, vous êtes membre du RHDP, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour vous de vous asseoir entre personnalités politiques, d'accorder une oreille attentive
à certains acteurs politiques qui parlent de dialogue, de s'asseoir pour dialoguer, trouver des solutions. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour vous d'accorder une oreille attentive à l'opposition, plus particulièrement? D'accord. D'abord, je ne suis pas là ma qualité de membre du territoire du RHDP, porte-parole adjoint du RHDP. Bon, comme tout à l'heure, excusez-moi, ministre. Non, comme tout à l'heure, vous avez donne des exemples. Des éléments, vous avez parlé du RHDP qui avait assez... Non, je vais essayer d'être transpartisan aujourd'hui, en étant dans mes habits de ministre donc, de la République en charge des questions de jeunesse. Et je n'ai fait que faire la synthèse donc, des différentes préoccupations donc, des jeunes, c'est un certain nombre de questions. Vous savez, mon intime conviction est que, quelles que soient les contrariétés ou les contradictions, rien ne peut justifier la violence, les discours de haine, etc. Donc, qu'on dialogue, qu'on ne dialogue pas, qu'on estime que les choses devaient se faire autrement, etc., rien ne peut justifier donc, des postures pour faire peser une sorte de péril sur son pays, etc. Et je pense que c'est la responsabilité des hommes politiques que nous sommes. Notre vocation, c'est de rassurer. Et ce que les jeunes disent, c'est qu'en entendant ces derniers temps certains discours, ça leur rappelle un peu un certain nombre de choses qui sont passées dans les années précédentes. C'est notre responsabilité. Quels que soient nos partis politiques, c'est notre responsabilité. Si on veut mobiliser cette cible-là, il nous faut changer de discours, il nous faut adapter notre posture et notre discours, indépendamment des partis politiques. Je ne suis pas là pour accuser tel parti politique par rapport à tel parti politique, mais chacun se reconnaîtra. Donc, je ne fais que être ce soir l'avocat donc des jeunes que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai échangé. Monsieur le ministre, dans le cadre du service civique, on se souvient en janvier-février, on se souvient de ces nombreux volontaires-là et bénévoles que vous avez recrutés, 30 000 à peu près, je crois. Et après, monsieur le ministre? Dans le processus de transformation de notre jeunesse, qui a cours maintenant depuis près d'une dizaine d'années, le chef de l'État en 2016 a réinstauré le programme de service civique. Et le bénévolat et le volontariat figurent en pole position dans ce programme. Il s'agit de permettre à des jeunes de se mettre au service de leur pays à travers donc, des actions communautaires. Et la CAN a été pour nous une belle occasion d'expérimenter cette phase pilote grandeur nature donc, de ce programme. 10 000 volontaires recrutés par le COCAN avec l'appui de notre ministère et 20 000 jeunes bénévoles recrutés sur l'ensemble du territoire national. Parce que ces 20 000 bénévoles ne l'ont pas été seulement dans les villes de la CAN. Toutes les communes qui ont organisé des espaces pour que des populations puissent assister à la CAN ont sollicité et ont pu donc avoir donc ces bénévoles. Et vous avez suivi tous les reportages. Ce sont des jeunes Ivoiriens qui ont participé à la réussite de la CAN, à travers la qualité de l'accueil, à travers la salubrité, etc. Maintenant que la CAN est terminée. Alors, un programme national est conçu. Ce programme national sera lancé bientôt. Nous avons déjà une base de données donc, de ces 30 000 jeunes volontaires et bénévoles. D'ailleurs, je peux vous dire qu'à l'occasion du Massa l'année dernière, Madame la ministre de la Culture a eu recours à ces jeunes bénévoles. Et de plus en plus, donc, tous ceux qui organisent des spectacles ou des événements, notamment le dernier championnat de Maracana, des jeunes bénévoles ont été mobilisés. L'idée pour nous, c'est que dans tous les secteurs d'activité, on puisse avoir donc des bénévoles. Ça peut être des bénévoles spécialistes de cette question. On a aujourd'hui des associations de médecins bénévoles, jeunes médecins bénévoles. Ça peut être dans le domaine artistique, ça peut être dans le domaine donc, de l'enseignement, etc. Et ces 30 000-là, ce n'est pas des sans-emploi, hein, monsieur le ministre? Non, le bénévolat n'a rien à voir avec la situation d'emploi. Il s'agit d'apporter une contribution. Voilà. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'avoir vraiment un corps de bénévoles. Vous savez qu'aux États-Unis, près de 10% de la population américaine est considérée comme bénévole. Et donc, nous, l'idée, c'est d'avoir des centaines de milliers d'Ivoiriens, donc qui soient des bénévoles au service de leur pays, et qui aideront donc, dans les centres de santé, qui peuvent aider pour des secours scolaires, qui peuvent aider pour la salubrité, etc., etc. Et ce corps est en train donc d'être constitué. Nous sommes quasiment fini avec les plateformes. Nous savons quelles seront les structures d'accueil. Nous travaillerons en lien avec les collectivités territoriales, etc. Et donc, dès que le Premier ministre donnera son feu vert, nous allons lancer donc, ce programme. Et pour moi, ça va porter une dynamique nouvelle dans notre pays. Parce que le patriotisme qu'on a constaté pendant la CAN va continuer et sera matérialisé par ce état d'esprit nouveau de ces jeunes qui, de façon désintéressée,
peuvent donc être au service de leur pays et de leur communauté. Et vous aviez prévu aussi la construction de 10 centres de services civiques. Oui, c'est dans le cadre du PGGouv. Le programme de service civique, par la volonté du chef de l'État, est devenu aujourd'hui un programme central, puisqu'on est tous d'accord que, indépendamment de tout ce qu'on fait, et que lorsqu'on regarde les effets des crises successives que nous avons connues, sur l'état de notre jeunesse, on est obligé de le dire, malheureusement, on a encore des jeunes qui sont en difficulté. Difficulté par rapport donc à une extrême vulnérabilité, addict à l'alcool, à la drogue, etc. Et donc il était important donc, de réactiver le programme de service civique. On en est à combien? Écoutez, nous avons 4 centres. Boaké qui est totalement fini, Daloa, Korogo et Adzopé qui seront finis en janvier. Et nous venons d'avoir, avec l'appui de la BOAD, près de 21 milliards de francs CFA et 5 milliards 700 millions donc, de l'État de Côte d'Ivoire pour la construction donc, des 10 autres centres restants. Donc en 2025, on aura 10 nouveaux centres qui seront construits, ce qui va porter donc, les centres à 14. L'idée, c'est que dans chaque district de notre pays, on a un centre de service civique. Et puis la seconde stratégie, c'est qu'après 2025, dans chaque région de notre pays, on a un centre de service civique avec une capacité d'accueil donc de 1000 jeunes par an. Il s'agira donc d'agir dans le sens d'une prise en main des jeunes et d'un redressement moral d'une partie donc, de notre jeunesse. Monsieur le ministre, moi j'aimerais intervenir sur le volet du service civique. Pourquoi ne pas l'imposer à la jeunesse à partir d'un certain âge? Je me rappelle que l'an dernier, ou je ne sais pas plus exactement, vous avez rassemblé les élèves grévistes qui ont été emmenés dans un centre et qui ont été redressés. Aujourd'hui, pour donner une certaine éducation à la jeunesse, pourquoi ne pas imposer, par exemple, une tranche d'âge à partir de 18 ans et puis peut-être pendant les vacances, ceux qui sont à l'école, dans les lycées ou à l'université, ne pas les conduire directement dans les centres de services civiques. Bon, cela me rappelle aussi la promesse que le président Alassane Ouattara avait faite en 2010. Il avait parlé des services militaires. Il était même allé au-delà de cette promesse en disant que les élèves fonctionnaires de l'ENA passeraient au service militaire. Et aujourd'hui, cette promesse-là, jusqu'à présent, 14 ans après, elle n'est pas encore tenue. Ah pourquoi est-ce que ceux qui font l'ENA vous diront, dans cette promesse a été tenue, tous ceux qui font l'ENA vous diront que pendant leur formation, ils ont une formation de type militaire à l'école de gendarmerie, etc. Alors, pour répondre à votre question, d'abord, le principe, c'est que le service civique, il est volontaire. Mais au regard donc, de la réalité que nous avons vécue, avec les congés anticipés, où des jeunes gens de 14 ans, etc., pouvaient s'adonner à des actes de violence à l'encontre donc, de leurs enseignants ou contre leurs semblables élèves, etc., justement, la loi sur les services civils a été modifiée. Donc, votre inquiétude a été entendue par le chef de l'État. Nous avons ramené l'âge à 14 ans, parce que ceux qui sont violents dans les lycées écolaires n'ont pas 18 ans. Avant, c'était 18 ans. Or, il se trouve qu'il y a des adolescents qui sont très violents. Donc, l'âge a été ramené à 14 ans. Et si le principe, c'est que le service civique est volontaire, mais dans certaines conditions, il peut être obligatoire. Et donc, aujourd'hui, si un jeune dans un lycée, dans un collège, etc., ça donne à de la violence, on n'aura pas besoin de sa volonté. En accord avec donc, les chefs d'établissement, etc., s'il est identifié, il peut être pris et mis dans un centre de service civique. Vous faites bien de le dire parce que l'expérience de 2022, après avoir connu les congés anticipés pendant 15 ans, quand ces jeunes ont été envoyés à Bembresso, vous verrez qu'après ça, plus de congés anticipés. Et donc, l'idée, c'est de ne pas forcément arriver à la répression, mais plutôt prendre les jeunes en charge dès le départ. Mais la loi permet aujourd'hui, si nous y sommes obligés, donc de prendre les jeunes et de les mettre dans le centre de service civique. D'accord. Hamza, 2 autres points rapidement, et puis c'est à côté des centres de service civique, l'une des innovations apportées par cette loi du chef de l'État, c'est que nous avons aujourd'hui le service national jeune, qui réunit donc des jeunes sur un mois. On l'a fait à l'INPEJ de Yamoussoukro, dans certains établissements, des jeunes qui ont un niveau universitaire, et pendant un mois, qui ont des encadreurs de type militaire, et à qui on inculque un minimum de valeurs civiques et citoyennes avec une approche très disciplinaire. Et le dernier dispositif, et ça pourrait vous intéresser, c'est que la modification de la loi qui a été faite permet aujourd'hui d'instaurer le parcours citoyen.
l'enseignement que nous tirons de ce que nous avons vu dans les lycées et collèges, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait de la violence pour réagir. Nous mettons les jeunes dès le départ dans ce qu'on appelle le parcours citoyen. C'est-à-dire qu'un jeune élève dans un établissement va choisir pendant l'année scolaire une période de congé, ça peut être en décembre, ça peut être en février ou en avril, où il passera 2 semaines dans un centre de service civique. Nous sommes à une phase pilote. Près des milliers de jeunes dans cette phase pilote ont pu donc faire leur parcours citoyen. Et je travaille là en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. L'idée, c'est qu'à partir de 2026, on puisse généraliser pour que tout élève en Côte d'Ivoire sache que dans son parcours scolaire, il a obligatoirement 2 semaines à faire dans un centre de service civique pour apprendre la discipline. Donc voici les réformes importantes apportées par le chef de l'État et le gouvernement. Merci, Monsieur le ministre. Et les 10 centres de service civique à venir, c'est donc à Dimbokro, Bondoukou, Mans, San Pedro, Séguéla, Odiéné, Bengourou, Gagnoa, Abidjan et Yamoussoukro. Nous allons passer à l'axe 2 de notre émission, amélioration des conditions de vie, donc épanouissement des jeunes. Mais avant, je vous ai dit à l'entame de ce journal que dans cette salle, nous avons des jeunes, nous en avons beaucoup. Est-ce que parmi vous, il y en a un qui voudrait poser une question à Monsieur le ministre concernant le premier axe, l'engagement civique et citoyen? Est-ce que parmi la jeunesse ici présente dans cette salle, quelqu'un a une question avant qu'on passe à une main? Un micro s'il vous plaît. Allez-y, vous vous présentez et vous posez votre question au ministre. Alors, bonsoir Monsieur le ministre. Je suis Dezoa Gonekalo. Bonsoir Monsieur le ministre, je suis Dezoa Gonekalo. Je tiens déjà à vous remercier pour cette plateforme que vous nous offrez. Alors, Monsieur le ministre, il y a l'article 15 de la loi d'orientation relative à la jeunesse que vous avez vous-même porté devant le Parlement en vue du vote. C'est pourquoi je tiens d'ailleurs à vous traduire toute mon admiration, qui dispose que, en son article 15, que l'État prend des mesures, n'est-ce pas bien entendu, pour garantir la représentation de la jeunesse au sein du Parlement et certaines institutions. Vous en avez fait cas lorsque vous étiez en train de parler tout à l'heure. Malheureusement, le constat est qu'il n'y a qu'au niveau de votre ministère que cela est effectivement mis en application. Alors, ma question est la suivante. Pensez-vous que l'État a réellement la volonté de mettre en application cette disposition? Si oui, quelles sont les statistiques ou quel est l'état actuel des choses? D'accord. Alors, ce que je peux vous dire, si l'État n'avait pas la volonté, l'État n'allait pas faire une proposition de loi. Donc, c'est le gouvernement qui a fait la proposition de loi. Donc, il y a une volonté. Et cela a été fait en 2023, année de la jeunesse. Mais vous savez, quand on prend une loi, après la loi, il y a des tests qui suivent. Il y a les décrets d'application, il y a des arrêtés, etc. Donc, si vous m'avez bien écouté tantôt, j'ai dit que la loi qui a suivi tout le process, Parlement, Sénat, ensuite promulguée, aujourd'hui nous en sommes donc au décret d'application de cette loi. Et ce sont les décrets d'application qui viendront justement dire comment la représentation des jeunes au sein des instances de prise de décision, au sein des assemblées élues, s'organisera. Et je vous ai dit que nous avons achevé les projets de décret. Il y a un circuit qui va au secrétaire général du gouvernement. Ensuite, c'est programmé en conseil du gouvernement. C'est discuté entre ministres. Ensuite, ça va devant le chef de l'État en conseil des ministres. Et c'est une fois que le chef de l'État a validé le décret qui rentre en application. Donc, le processus est en cours. Et donc, faites-nous confiance et faites confiance au chef de l'État. Les choses ont commencé à bouger et vont bouger. D'ailleurs, vous verrez que sans texte, beaucoup de jeunes, moi j'ai été conseiller technique à la présidence de la République à 35 ans. Et beaucoup de jeunes se retrouvent aujourd'hui dans des instances de prise de décision. Vous avez des jeunes qui sont élus. Beaucoup de jeunes sont à la tête de communes aujourd'hui. Je peux citer quelques maires, Sassandra, Daloa, Dabakala. Le président du conseil, le délégué du conseil national des jeunes de Dabakala a été élu maire. Il y a une dynamique. Il y a une dynamique impulsée depuis quelques années. Et le chef d'État a décidé donc d'encadrer cette dynamique-là dans une loi pour obliger les acteurs, parce que lui, il a sa volonté politique, mais il ne va pas quand même obliger un parti politique de prendre des jeunes, de ne pas prendre des jeunes. Alors, une fois que la loi est prise, la loi donc oblige tout le monde. Et tous les partis politiques, tous les acteurs de la société civile,
toutes les collectivités devront s'aligner au risque d'être en porte-à-faux avec la loi. Merci, Monsieur le ministre. L'amélioration des conditions de vie et l'épanouissement des jeunes, c'est aussi un des axes du PJGouv 2023-2025. Les conditions sont-elles réunies justement pour le bien-être des jeunes? Voilà, c'est la question que Seydou Ouattara et Dave Soyo ont tenté de poser dans cet élément vidéo que nous allons suivre maintenant. À Bobo, au nord d'Abidjan. Nous sommes au sein de l'Agora de la commune la plus peuplée d'Abidjan, un complexe socio-sportif et culturel bâti sur une superficie de 1,6 hectares. Il comprend plusieurs aires de jeu, un terrain de football, un de basketball, un d'handball, une salle de fitness et une bibliothèque. Ici, nous rencontrons Abraham, 18 ans, un habitué des lieux. Le basket, c'est vraiment un sport incroyable parce qu'il me permet dans le quotidien d'être en forme. Il a permis de développer certaines facultés en moi. L'esprit d'équipe, la collectivité, c'est un sport vraiment incroyable. À l'image de tous les agoras, le centre est un espace consacré à l'éducation, à la création de conditions pour le bien-être et l'épanouissement socio-économique des jeunes. Le but premier même, c'est déjà retirer les jeunes de certains fléaux, tels que la drogue, vraiment des pratiques malsaines. Et comment ça se passe? C'est déjà en voyant les tontons venir jouer, ça devait les amener déjà à venir pratiquer ce sport. Et maintenant au niveau de la santé, ça nous apporte déjà une amélioration au niveau de la respiration, au niveau physique aussi et au niveau mental. En Côte d'Ivoire, l'on dénombre 8 agoras, 4 sont fonctionnels, y compris la piscine olympique de Bingerville. À côté de ces espaces de jeu et de détente, le ministère en charge de la jeunesse a réalisé, rénové et équipé 5 institutions socio-éducatives en 2023 dans les localités de Boaké, Daloa, Zoukoube, Sinématiali et Gagnoa. Coût global, 648 millions de francs CFA. Pour l'année 2024, 3 autres seront rénovés et équipés. L'auberge de jeunesse de Boisflé, le centre d'écoute et de conseil d'Arboville et le foyer des jeunes de Vavois. Objectif, faire de ces établissements des cadres propices au divertissement et à l'encadrement des jeunes. Monsieur le ministre, question directe tout de suite. Vous pensez que les Ivoiriens ont tout pour être heureux? La jeunesse ivoirienne est bien? Le bonheur est relatif, hein, mais je pense que globalement... Vous avez tout mis à leur disposition? Non, je ne dis pas qu'on a tout mis à leur disposition. On continue de tout faire pour rendre les Ivoiriens heureux. Et je pense que la situation des Ivoiriens a substantiellement évolué. Aujourd'hui, quand vous regardez toutes ces infrastructures qui sont construites, qui coûtent beaucoup d'argent, dans le cas du PJGouv, c'est quand même près d'une dizaine d'agoras qui seront construits sur l'ensemble du territoire national, des institutions socio-éducatives pour permettre donc à des jeunes d'avoir des cadres récréatifs. Quand vous prenez toutes ces piscines olympiques qui sont en cours donc, de réhabilitation, vous prenez la piscine olympique de Bingerville aujourd'hui qui a été totalement réhabilitée, l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'au-delà de tout, les jeunes puissent avoir des espaces pour leur épanouissement, mener des activités culturelles, sportives, etc. Et cela participe forcément à leur bien-être et à leur santé mentale. D'ailleurs, je peux vous dire, hein, si je peux vous donner quelques indicateurs, entre 2021 et 2022, le taux de suicide au niveau donc, des jeunes donc, a baissé de 20%. Donc, pour dire qu'on a quand même un impact donc, des politiques mises en œuvre. D'ailleurs, la loi d'orientation sur la jeunesse oblige maintenant toutes les collectivités territoriales et l'État à construire partout des institutions socio-éducatives. Ça veut dire quoi très concrètement? Que les futurs maires et présidents des conseils régionaux devront obligatoirement dans leur programme prévoir donc, du budget pour construire donc, des aires de jeu et des espaces récréatifs donc, pour les jeunes. D'accord. Vous faites ce que vous avez à faire, mais pas plus tard qu'hier, Monsieur le ministre, il y avait des jeunes à l'Assemblée nationale. Vous avez entendu leur plaidoyer?
Oui, d'ailleurs. Je peux vous le rappeler, pour ceux qui nous suivent. Il vous exhorte, hein, vous, décideurs publics, à une meilleure prise en compte des questions de santé mentale, de traitement de la question de l'hygiène menstruelle des jeunes filles, de sensibilisation à la paix, à la cohésion sociale, Monsieur le ministre. Oui. La drogue, l'alcool, tous ces fléaux sociaux qui minent la société. Si vous prenez dans le cas du PG Gouv, en 2023 seulement, on a près de 8 millions de personnes qui ont été sensibilisées contre ces fléaux. Cette année, au 30 septembre, nous sommes à un peu plus de 4 millions de personnes qui ont été sensibilisées donc, contre ces fléaux. Mon département ministériel travaille en lien avec d'autres départements ministériels, notamment le ministère de la Santé, le ministère donc, de la Femme et de l'Enfant, avec des partenaires au développement, l'UNICEF, le PNUD. Et nous avons des actions concertées en termes donc, de prise en main de ces questions, drogue, alcoolisme, etc. La jeunesse se sent en danger. Mais écoutez, tout le monde est en danger face à la drogue. Tout le monde est en danger face à l'alcool, etc. Ce qu'il faut, c'est une prise de conscience collective et il n'y a pas que l'État. Et je me félicite aujourd'hui de la mobilisation des partenaires au développement, mais aussi les organisations de la société civile, mais surtout les jeunes eux-mêmes. Et de plus en plus, nous avons des organisations de jeunesse qui ont décidé de faire donc, de la lutte contre ces fléaux leur cheval de bataille. Et ces organisations sont accompagnées par mon département ministériel. Je vais vous rappeler que c'est quand même, depuis 2019, c'est quand même près de 1,80 milliard de subventions que l'État, à travers mon ministère, a apportées à différentes fêtières ou organisations de jeunesse pour les accompagner. La sensibilisation. Dans la sensibilisation et dans leurs activités. Et donc, c'est un plaidoyer qui est entendu. D'ailleurs, je peux vous dire aussi que mon collègue, au niveau du ministère de la Santé, a permis, par exemple, de déployer des jeunes psychologues, plus d'une centaine, avec un numéro vert aujourd'hui qui permet à des jeunes en détresse d'appeler, d'être écoutés. Parce que la plupart de ces jeunes qui virent, je veux dire que qui vont jusqu'à être tentés de commettre l'acte ultime en se donnant la mort, etc., c'est parce que souvent, ils n'ont même pas l'environnement familial d'écoute. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place une ligne où n'importe quel jeune, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui est en détresse peut appeler et a derrière donc des personnes. Et ce centre a été mis en place par le ministère de la Santé et l'Agence Emploi Jeunes, avec donc des jeunes Ivoiriens recrutés, spécialistes de la question, et qui sont là 24 sur 24 pour écouter les jeunes. Monsieur le ministre, moi personnellement, lorsque en 2023, le président de la République a annoncé le programme Jeunesse 2023-2025 et doté d'une somme de 1118 milliards, j'ai tout de suite pensé que dans les différentes régions, en fonction des particularités, c'est des unités de production, des industries, des pôles technologiques qui allaient être créés dans ces zones-là pour permettre à la Côte d'Ivoire de faire face à des défis technologiques aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire honnêtement que dans les différentes régions, il y a des industries, il y a des pôles technologiques, il y a un certain nombre d'infrastructures qui vont accueillir les jeunes dans lesquels, on va aborder en axe 1 tout à l'heure, dans lesquels les jeunes vont aller, vont être employés, ils vont travailler et puis gagner décemment leur vie. Mais c'est exactement un pan donc, de la stratégie gouvernementale. Prenez les agripoles mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture, dans le Bélier ou ailleurs. Si vous suivez l'actualité récemment, des unités de transformation de riz ont été montées dans différentes régions donc, du pays. Oui, la politique d'industrialisation, de transformation de certains produits, notamment le café, le cacao, l'anacarde, etc., avec des unités industrielles ou semi-industrielles, permettent d'absorber la main-d'œuvre des jeunes. Oui, le programme Jeunes du gouvernement, c'est toutes les régions. Le programme Jeunes du gouvernement, c'est l'insertion professionnelle, la formation et l'entrepreneuriat dans toutes les régions. Le programme Jeunes du gouvernement, c'est l'engagement civique et citoyen des jeunes dans toutes les régions. Le programme Jeunes du gouvernement, c'est l'amélioration du bien-être des jeunes dans toutes les régions. Oui, comme on en parlera tout à l'heure dans l'axe sur l'insertion professionnelle, je peux vous donner des éléments très précis et chiffrés sur l'intervention de l'État de Côte d'Ivoire et surtout l'encouragement du secteur privé à créer beaucoup plus d'industries à l'effet donc d'absorber la main-d'œuvre jeune. D'accord, Monsieur le ministre, on va y aller pour le téléphone, mais avant, où en sommes-nous avec votre projet, le projet de doter les 14 districts de Côte d'Ivoire de bibliobox pour nos jeunes?
Mais le projet en marche, hein, on a avec l'ambassadeur de France et d'autres partenaires, nous avons lancé ce programme à l'Agora donc de Koumassi. Les 14 bibliobox ont été donc achetés. 14 districts, oui. Oui, bah alors l'idée des départs, c'était donc d'avoir un bibliobox. Alors je rappelle que les bibliobox, c'est un box éducatif qui permet donc à des jeunes d'apprendre à lire, de manipuler donc une tablette, etc. Totalement autonome en termes d'énergie, donc même dans les milieux ruraux les plus reculés, de même faire donc des salles de cinéma donc pour des activités culturelles, etc. Donc finalement, nous avons concentré les 14 bibliobox dans 6 régions pour une phase pilote. Et l'idée, pour avoir plus d'impact, parce qu'avoir dans un district un seul bibliobox, on aurait du mal à avoir donc de l'impact. Et donc, à partir de cette expérience, nous verrons dans les années à venir comment toucher toutes les régions donc, du pays. Donc, les bibliobox marchent bien. Les 14 dans 6 régions, les autres régions sont lésées. C'est une phase pilote. Quand vous prenez une région comme le Haut-Sassandra, que je connais très bien, le Haut-Sassandra, c'est quand même 23 sous-préfectures, c'est 15 000 km². Et donc, si vous voulez impacter les populations en milieu rural, d'une sous-préfecture à une autre, hein, si vous quittez Dania pour aller, je dis n'importe quoi, à Bogué, etc., mais vous avez facilement 2 heures, 3 heures de route. Et donc l'idée, en tout cas les techniciens ont estimé qu'il fallait se concentrer dans 6 régions. Et après la phase donc, pilote, on verra l'impact et en ce moment on verra donc une généralisation. D'accord. Quelques questions vous sont posées par nos téléspectateurs. Régis Kofi a pu en recueillir quelques-unes. Régis Kofi, si vous nous entendez, Monsieur le ministre est prêt à prendre note. Merci Hamza Diaby. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons justement quelques questions pour Monsieur le ministre. Questions sur l'axe 1 avant d'arriver à l'axe 2. Monsieur Robert Conan nous appelle de Boaké. Sa préoccupation, quelles sont les dispositions que le gouvernement met en place pour la formation des jeunes dans le domaine politique? Pour ceux qui ont été formés, quels sont les moyens d'accompagnement? Madame Marthe Ago à Benjerville souhaiterait savoir que deviennent les jeunes après le service civique. Et puis, M. Fernand Godet interpelle le ministre en charge de la jeunesse sur les jeux du hasard. Plusieurs jeunes s'adonnent aujourd'hui à ces jeux qui font leur publicité, parlant des entreprises. Ces entreprises-là font leur publicité sur les chaînes de télévision. Que fait le ministère pour que ce phénomène n'emporte pas la jeunesse? Ce sont ces mots. Hamza Diaby, c'est à vous. Merci beaucoup Régis Kofi. Et à ces questions, Monsieur le ministre, par QR code, quelques téléspectateurs nous ont écrit. Salut Monsieur le ministre, c'est Prince Konaté. Je suis allé plusieurs fois pour m'inscrire sur le site Emploi Jeunes, mais toutes les informations, j'ai mis toutes les informations, mais je n'arrive pas à m'inscrire. Que dois-je faire? J'ai des projets à vous soumettre. Je suis mécanicien automobile, mon numéro est, et voilà, il a remis son numéro. Ouattara Sekou nous dit, existe-t-il réellement une plateforme dédiée spécialement aux jeunes du RHDP pour leur faciliter l'accès des emplois au détriment des jeunes d'autres partis politiques? Ça, nous allons y revenir dans le 3e axe qui va démarrer dans quelques instants. Et puis, il y a Mamadou Diakité qui dit, Monsieur le ministre, pensez-vous que les jeunes épousent véritablement les projets que vous portez à leur endroit? Dernière question, j'aimerais savoir qu'en est-il de la position et le sort voilà, des 5000 jeunes dans le domaine du sport lancés, dont celle des volontaires? D'accord. Alors, les 3 premières questions sont en lien avec le premier thème, c'est-à-dire est-ce que l'État met en œuvre une politique pour la formation politique des jeunes? Ça, ce n'est pas le rôle de l'État. Ce que l'État fait à travers mon département ministériel, c'est des séminaires de renforcement des capacités, donc des leaders associatifs, qu'ils soient politiques ou pas politiques. Mais en termes de formation politique, donc des jeunes, cela relève de la responsabilité des partis politiques. Ce sont des partis politiques qui sont adossés donc à des idéologies, donc il revient à chaque parti politique d'avoir son école de formation politique. Et puis vous avez aussi des institutions telles que les NDI ou d'autres structures qui ont mis en place des plateformes ou des mécanismes donc, de formation pour la politique des jeunes. Que deviennent les jeunes après les centres de service civique?
Alors, quand ces jeunes, le parcours, c'est 9 mois. Donc, quand ils vont dans les centres de service civique, 2 mois d'encadrement à la discipline avec des militaires et gendarmes, 4 mois d'apprentissage à un métier, 3 mois de stage ou d'apprentissage pratique au sein d'une entreprise, et puis insertion donc, des jeunes. Et donc, ce qu'ils deviennent au bout de leur parcours, c'est donc avoir un emploi dans le métier pour lequel ils ont été formés dans le centre de service civique. Et d'ailleurs, à la sortie des centres de service civique, l'agence emploi jeune prend le relais pour essayer d'accompagner ces jeunes dans leur parcours d'insertion professionnelle. Les jeux du hasard, bon, écoutez, c'est une préoccupation. Je suis obligé donc de reconnaître, c'est une préoccupation. Mais je pense que les jeux du hasard sont encadrés par la loi. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que la loi soit réellement appliquée et que des adolescents qui n'ont pas vocation à s'adonner aux jeux de hasard ne puissent pas le faire. Et que si des gens contreviennent à cela, c'est-à-dire que des promoteurs de jeux du hasard le font pour des adolescents, alors qu'à partir d'un certain âge, on ne peut pas le faire, mais qu'ils tombent sur le coup de la loi. Et donc, c'est une préoccupation. Et je pense que c'est un sujet qui n'est pas... qui ne doit pas être exclusive au seul gouvernement, mais avec le secteur privé en charge de la question, avec... il y a une autorité même qui a été mise en place, qui s'appelle l'ARJH, l'autorité de régulation, etc. Donc, et donc, c'est un sujet aujourd'hui, mais au-delà de la répression, c'est aussi la sensibilisation. Et que les parents aussi prennent conscience de leurs responsabilités dans l'éducation et l'encadrement de leurs enfants pour ne pas qu'ils se retrouvent... totalement manipulé. Quelques questions QR code, Monsieur le ministre, en 2 minutes. Alors, là, on fait la transition en même temps pour... puisque c'est des questions en rapport avec les questions... Avec l'axe 3, mais on y revient, on va y aller, donc... On y revient, Monsieur le ministre. Il y a les jeunes de Côte d'Ivoire qui constituent à peu près les 3/4 de la population. Face à leurs préoccupations, face à leurs attentes, l'État mène des actions et met en place des programmes pour l'épanouissement et l'insertion des jeunes. L'agence Emploi Jeunes existe depuis de nombreuses années et permet de financer les projets des jeunes. Vous allez le voir, notre JRI, Dave Soyo, est allé à la rencontre de quelques bénéficiaires. On regarde maintenant. Loin des bruits du centre-ville de Bingerville, une ferme cunicole est en construction. Cette ferme de 600 mètres carrés, dédiée à l'élevage moderne de lapins, est une idée d'Alimata Diabaté, une bénéficiaire des programmes du ministère en charge de la jeunesse. Ce jour, elle vient s'enquérir de l'avancement des travaux. Ici, là, je t'avais dit, pour le poteau, il faut que ce soit minimum 5 mètres. J'ai bénéficié de 13 880 000 remboursables sur 3 ans. J'ai eu des difficultés. Il fallait que je me constitue en entreprise parce que j'exerçais l'élevage de lapins dans l'arrière-cour de la maison. Ici, 400 mètres carrés sont consacrés exclusivement aux lapins. Ici sera dédié à la maternité. Nous aurons 218 femelles ici. Maintenant, là-bas sera dédié à l'engraissement. Donc, chaque 45 jours, je dois faire sortir 1500 lapins de cette ferme. Si elle est si passionnée et sans maîtriser tous les codes, c'est grâce aux formations initiées par l'agence Emploi Jeunes. Les formations, ce n'est pas payant. On m'appelle pour des formations, des encadrements. Hormis le financement, il y a un accompagnement qui est fait. Alimata rêve grand. Cette jeune dame de 32 ans envisage conquérir le marché africain. Tout comme elle, Charlie Kodjo est notre jeune ambitieux. Il évolue dans le domaine cinématographique. En déplacement d'affaires, nous rencontrons son équipe à Trècheville, rue 12. C'est jour de tournage. Grâce au financement de l'agence Emploi Jeunes à hauteur de plus de 6 millions de francs CFA, son activité est en marche. Ce matin, nous sommes là pour des capsules vidéo pour un client qui nous a demandé de présenter ses produits. Retour de tournage, l'équipe de Charlie Kodjo continue le travail malgré son absence.
Alors, il faut savoir que notre studio existe depuis 2014 et on avait un besoin de matériel et de renforcer notre équipe. C'était pas facile au départ parce qu'il y avait un dossier solide à monter pour montrer la viabilité de notre entreprise. Et voici nos objectifs étaient en accord avec ceux de l'agence Emploi Jeune. Et à la suite, nous avons eu un prêt de 6 millions qui nous a permis d'avoir un matériel adapté. Aujourd'hui, le personnel est passé du simple au double. Nous sommes passés d'environ 5 à 6 à maintenant 10. Quelques mois après l'obtention du prêt, Charlie et son équipe sont à 50% de remboursement. Commune du Plateau, chaque jour, à bord de son engin à 2 roues, NS Kofi arpente les rues de la Cité des Affaires pour honorer ses rendez-vous. Son business, le lavage de véhicules et de moteurs sans eau. C'est une innovation dans le domaine du lavage auto parce que nous avons constaté qu'on utilisait énormément d'eau potable pour laver un seul véhicule. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a innové, on a apporté une solution pour économiser plus d'eau et moins de gaspillage dans le lavage auto. Après 2 ans d'existence, son activité se développe véritablement après un financement d'1 million de francs CFA octroyé par l'agence Emploi Jeune. Nous étions en train de chercher les financements pour débuter le mobile et on était à court d'argent. Et là, j'ai entendu parler de l'agent Emploi Jeune par un ami. C'est dans ce sens-là que nous sommes approchés de l'agent Emploi Jeune. Nous avons postulé et nous avons été retenus sur près de 1000 postulants. Un service qualifié d'innovant et apprécié par ses clients. Ça va? Oui, ça va. Ça avance? Oui, ça va, ça avance. C'est vraiment un service qui va vite. Et non seulement c'est écologique, tu ne vois pas il n'y a pas de gaspillage d'eau. Franchement, c'est du bon boulot. L'appui technique et financier du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique à travers l'agence Emploi Jeune est une réalité. Et les chiffres du PJGouv, programme jeunesse du gouvernement, le démontrent. En 2023, année dédiée à la jeunesse, ce sont 1 105 556 jeunes impactés, 8 248 728 jeunes sensibilisés et 112 infrastructures construites ou réhabilitées. Et cette année, du 1er janvier au 30 juin 2024, 648 435 jeunes sont impactés directement, 3 779 328 sensibilisés et 18 structures de formation construites et réhabilitées pour le bonheur des jeunes, frange majoritaire de la population ivoirienne. Monsieur le ministre, cette troisième partie qui est beaucoup attendue par les jeunes de Côte d'Ivoire, on parle d'insertion professionnelle. Nous avons très peu de temps, malheureusement, pour beaucoup de questions que nous avons préparées pour vous. Monsieur le ministre, depuis quelque temps, vous avez initié une tournée dans quelques régions de Côte d'Ivoire. Ça répond à quoi déjà? Mais déjà, dans le cadre du programme de suivi, en 2023, nous avons mis en œuvre le programme Jeunes du gouvernement. Je rappelle que c'est 21 ministères sectoriels, il n'y a pas que le ministère de la Jeunesse. Cette année, le programme se poursuit et j'ai estimé avec mes équipes qu'il était important donc de faire ce travail terrain où moi-même je me déplace avec l'ensemble de mon ministère dans des régions pour aller dans les sous-préfectures pour voir en réalité l'impact des politiques mises en œuvre et surtout échanger avec la cible. Parce que c'est une politique dynamique, on la met en œuvre, il y a des résultats probants, mais il y a forcément des points d'amélioration. Et ça, c'est au contact des jeunes eux-mêmes qui sont sur le terrain, qui mettent en œuvre ce programme, qui permet de savoir où est-ce que ça marche, où est-ce qu'il doit y avoir des points d'amélioration, etc. Donc c'est vraiment des missions d'évaluation, d'impact sur le terrain. Et cette question peut-être simple, comment faut-il procéder pour avoir un emploi en Côte d'Ivoire, monsieur le ministre? Alors, ça dépend. Si vous voulez un emploi salarié, en fonction de votre domaine de formation, vous avez des offres d'emploi qui sont publiées. Et ce que l'agence Emploi Jeune essaie de faire, c'est de capter auprès des entreprises privées donc les besoins des entreprises et faire un croisement
entre donc, les profils des jeunes et les emplois disponibles. Et bien évidemment, vous allez subir un entretien et si l'entreprise est satisfaite donc, de votre profil, elle vous embauche. Ensuite, vous avez des jeunes qui ont fini leur formation, mais qui ont besoin de renforcement des capacités, qui n'ont aucune expérience professionnelle. Le chef de l'État avait, dans les années 90, mis en place un programme qu'on appelle les PAE, le programme d'aide à l'embauche, qui permettait donc de mettre les jeunes en stage de qualification, de perfectionnement au sein d'une entreprise pendant une année, pour leur permettre d'avoir une année d'expérience professionnelle, donc renforcement de leurs capacités, en vue d'améliorer leur employabilité. Nous avons repris ce programme, donc qui sont les stages de qualification au PAE, et donc ça permet à beaucoup de jeunes donc, de renforcer leurs capacités et avoir une plus grande chance d'insérer le marché du travail. Une évaluation de ce programme fait avec nos partenaires AFD et Banque mondiale fait ressortir que 80,5% des jeunes qui ont été mis en stage de qualification ont eu leur premier emploi au bout donc, de 1 an. Donc c'est un dispositif qui marche. Et pendant ces 1 an, le jeune reçoit 45 000 francs du gouvernement et une contrepartie financière qui est versée donc, par l'entreprise privée qui varie entre 20 000 francs et 100 000 francs CFA. Et puis vous avez des jeunes qui n'ont aucune qualification, qui ne sont pas des diplômés, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université, qui ont arrêté leur scolarité soit au primaire ou au secondaire. Nous avons le programme d'apprentissage, un programme qui est fait de commun avec l'enseignement technique et moi-même mon département ministériel, qui permet d'apprendre des métiers à des jeunes. Dans le cadre du système dual, 75% donc, en apprentissage auprès d'un maître artisan et 25% du temps en cours théorique. Et ça permet donc de leur donner un emploi. Et puis vous avez ceux qui ne veulent pas avoir un emploi salarié, qui veulent entreprendre et qui ont besoin de financement. Alors je vais corriger quelque chose, ce n'est pas l'agence emploi jeune qui donne. C'est vrai que l'État, à travers l'agence emploi jeune, a développé un mécanisme de financement de l'entrepreneuriat qui permet d'avoir auprès de certaines banques partenaires, dont certaines sont ici, un petit fonds de garantie. Et ces banques-là, sur la base des analyses des dossiers, décident donc d'accorder des ressources à ces jeunes. Des analyses de dossiers, Monsieur le ministre, oui, avant de vous couper. Non, j'arrive. Il faut bien qu'on comprenne. Donc, ça, c'est fait. À côté de l'agence emploi jeune, le DG je ne le vois pas, du GUD. Ah, d'accord, GUD PME est là. Pour les PME, l'État a développé aussi, donc, au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie, donc la holding, qui est le GUD PME, qui permet d'avoir aussi ce fonds de garantie, qui permet donc de financer les PME et qui, à travers Code de loi PME, a tout le mécanisme d'accompagnement des PME. Donc, il y a toute une série, et puis dans d'autres ministères, agriculture, etc., on a des fonds pour accompagner des jeunes entrepreneurs. Voilà. Et je voulais ici saluer le secteur privé, notamment toutes ces banques qui ont décidé d'être aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire et qui font confiance à l'État et qui nous aident dans la prise en main des jeunes dans le programme d'entrepreneuriat. Monsieur le ministre, certains de vos collaborateurs que nous avons eus, collaborateurs de terrain, à l'intérieur notamment, ont évoqué les difficultés pour certains jeunes d'avoir les financements à temps. C'est-à-dire là où les gens attendent d'être financés après 3 mois, 4 mois, souvent même ça va jusqu'au-delà de 6 mois. Oui, la validation des dossiers, c'est compliqué. Il peut y avoir des raisons objectives comme des raisons non objectives. Alors, les raisons objectives, c'est que dans le traitement des dossiers est quand même rigoureux. Vous avez une intention de projet, vous avez monté votre projet, le projet est analysé d'abord par les comités de certification, la banque qui doit prêter son argent à un comité crédit qui va analyser donc le projet, et c'est quand le projet est viable que vous êtes financé. Et ce processus, souvent, prend un peu de temps. On essaie, à travers différentes réformes aujourd'hui, et il y a eu un atelier il y a quelques semaines avec toutes nos banques partenaires pour alléger au maximum donc, ce processus. Et puis, il y a des raisons non objectives, c'est-à-dire que, moi, je l'ai vu sur le terrain, des jeunes qui disent, monsieur le ministre, j'ai décidé de faire la culture du maïs, par exemple. J'ai fait mon business plan, j'ai déposé mon dossier. Malheureusement, comme c'est une culture saisonnière, au moment où les ressources sont disponibles, la saison est passée. Donc, on essaie vraiment dans un dialogue permanent avec le secteur privé, dans nos banques et microfinances partenaires, donc de corriger tout cela. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, l'État développe différents dispositifs, Agence emploi jeune, GUD, PME et d'autres dispositifs, surtout en lien avec le secteur privé, banques, microfinances, pour accompagner l'entrepreneuriat dans notre pays.
Et je suis heureux que ça marche. Vous avez montré quelques exemples, mais je vois mademoiselle Koné qui vend donc, qui fait le commerce de dance et quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Un micro pour mademoiselle Koné, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le ministre. Le chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires que nous attendons cette année, c'est 118 millions. Voilà. Avec l'élevage des Vous allez reprendre, on n'a pas bien perçu ce que vous disiez. Nous attendons cette année 118 millions avec l'élevage des dindes. Alors, je vais rappeler qu'elle a commencé avec 2 millions, après elle a eu 8 millions de francs CFA, et récemment, pour accroître ses activités, elle a eu un besoin donc, de 25 millions qui lui a été accordé à travers une structure donc, de microfinance qui travaille avec nous. Aujourd'hui, l'année dernière, un chiffre d'affaires de 80 millions de francs CFA, et là, un chiffre d'affaires attendu de plus de 100 millions. Et puis, il y a aussi celui qui fait la poissonnerie, je ne sais pas s'il est là. Je souhaiterais quand même qu'on lui donne la parole, parce que lui, il a eu, il a eu 900 000 francs CFA, il est dans le Moronou, et aujourd'hui, il vous fait un chiffre d'affaires de 50 000 francs par jour. Je souhaiterais en 30 secondes quand même qu'on puisse... Vous évoluez dans quoi? Passez le micro, c'est qui, s'il vous plaît? Vous vous présentez, vous dites votre activité et puis ce que vous gagnez. Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis Hassané Koné Mathias, bénéficiaire de AGA du projet C2D Emploi. Nous avons reçu un montant de 900 000 dans la région du Moronou. Et nous avons décidé de faire une poissonnerie. Ce qui nous rapporte, la recette du jour nous fait 50 000 francs. Et nous avons décidé de faire beaucoup de choses. C'est pourquoi nous avons demandé le soutien du ministre qui nous apporte la chaîne froide afin de pouvoir améliorer notre entreprise, pour que l'activité marche. Et encore des motos tricycles pour pouvoir transporter nos activités, nos marchandises. Alors, peut-être ce que le ministre peut faire, parce que l'idée, alors ça je m'adresse à tous les jeunes, le rôle du gouvernement, c'est de leur permettre d'intégrer le tissu économique. Mais nous n'allons pas nous substituer au secteur privé. Et là, il a eu 900 000 francs CFA qu'il devait rembourser sur 12 mois. Au bout de 10 mois, il a pu rembourser. Déjà, on a fini le remboursement. Voilà. Et là, il a un chiffre d'affaires de 50 000 francs par jour. C'est 1,5 million à peu près. Alors moi, je vais me retourner vers les banques partenaires parce que maintenant qu'il a une activité qui marche, on pourra créer... Laquelle est présente? Est-ce que la COPEC est là? Toutes les banques sont là. La BNI est là, la AFG qui est là, Orange Bank est là. Ici, s'il vous plaît. Et donc, ce que le ministère peut faire, c'est de mettre ce jeune en lien avec les banques, puisqu'il a une activité, etc. Et puis voir comment, éventuellement... Madame, vous, c'est quelle banque, s'il vous plaît? Orange Bank. Je représente Orange Bank, monsieur le directeur général qui est absent. D'accord. Quel rôle vous jouez dans le financement de toutes les activités des jeunes? On a signé un partenariat avec l'Agence Emploi Jeunes et le partenariat suit son cours. On a fait plusieurs financements à travers des projets qui nous ont été présentés. Et ce jeune homme peut rentrer en contact avec nous et nous sommes disposés à regarder son dossier et je pense bien qu'on peut le financer. Voilà, ton problème vient d'être réglé. Orange Bank va régler ton problème. Séance tenante. Nous avons la Banque nationale d'investissement avec nous. D'accord, dites à peu près la même chose. Vous êtes là. Comment vous accompagnez le programme jeune du ministère? Alors, il faut dire que la BNI est le partenaire historique de l'Agence Emploi Jeunes du ministère. On a toujours été là depuis le début de l'ensemble de ces initiatives. Et nous accompagnons, comme a dit tout à l'heure ma consoeur d'Orange Bank, à mettre en place des dispositifs de financement avec l'aide de l'Agence Emploi Jeunes pour accompagner les jeunes, mettre en place des financements et puis aider également au recouvrement et au suivi des projets. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit depuis le départ, la BNI a toujours été là et on continue d'être là aussi pour continuer à accompagner les porteurs de projets. J'aimerais poser une question au monsieur. C'est vrai que monsieur le ministre, il a tout à l'heure concernant la lenteur du financement. Vous, qu'est-ce que vous regardez exactement quand vous devez accorder un financement à un jeune? Il est là le patron de la COPEC, par exemple? Non, il n'est pas là. Allez-y. Monsieur Fadiga, remettez à votre collègue. Allez-y. Merci, monsieur le ministre. Merci. En fait, je ne suis pas le patron de la COPEC, mais plutôt le patron de AFG Banque Côte d'Ivoire. Allez-y. Qui est aussi un partenaire historique du ministère
de la jeunesse, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde en fait la viabilité du projet. Donc, un projet, c'est bien sûr un business plan. Lorsqu'il est soumis, bien sûr, il est prévalidé au niveau de l'agence. Et lorsque nous regardons la viabilité. C'est-à-dire, est-ce que le projet va générer suffisamment de cash pour pouvoir rembourser le principal et les intérêts. Donc, c'est ce qui met tout ce temps-là. 9 mois, 10 mois, il y en a qui... On va pas généralement à ces délais. Comme le ministre le disait tout à l'heure, il y a eu plusieurs séances de travail avec le ministère des ateliers. Et ce délai a été considérablement réduit. D'accord. Au sein de notre banque, nous avons déjà mis en place plus d'1 milliard. D'accord. Voilà. Merci. Pour le grand bonheur donc, des jeunes de Côte d'Ivoire, si vous avez réduit les délais, ben, à la bonne heure. Monsieur le ministre, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, ça c'est côté entrepreneuriat, et on va revenir aux emplois formels, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire autorise la création, la mise en place d'un site d'emploi? Mais l'État de Côte d'Ivoire, un site d'emploi, c'est le site de l'agence Emploi Jeune, 3xW Emploi Jeune, voilà. D'accord, ça c'est cela. Belle réponse, merci beaucoup. Mais il y a beaucoup qui se disent que vous, en tant que membre du gouvernement, membre d'un parti politique, vous avez une plateforme d'emploi pour faire la part belle uniquement aux partisans du Apparemment, il veut... Allez-y. Non, monsieur le ministre, parce que face aux vives polémiques que cela a suscité, la plateforme e-emploi RHDP, vous, le week-end dernier, lorsque vous étiez dans le Moronou, vous avez réagi en demandant aux autres partis politiques, le PDCI, le PPACI, de créer eux aussi à leur niveau leur plateforme e-emploi et de recenser leurs militants. Monsieur le ministre, d'abord la première question que je vais vous poser. Et ces milliers d'autres jeunes qui ne sont affiliés à aucun parti politique. Non, il y a trop de... Qui accroît leur chance? En fait, il y a trop de confusion et c'est une polémique stérile et inutile. D'abord, le RHDP n'a aucune plateforme qui donne du travail. C'est quoi la plateforme? Je vais vous expliquer. J'ai regardé ce débat de loin avec beaucoup d'amusement, mais j'ai eu l'occasion, lorsque j'étais au Parlement, de restituer les choses dans leur contexte. D'abord, ce n'est pas nous qui avons créé. Vous avez un secrétariat national chargé de l'insertion professionnelle au sein du RHDP, qui se charge des réflexions sur les questions d'insertion professionnelle, qui a décidé de mettre une plateforme d'information et qui va prendre l'information déjà publique et qui met ces informations sur une plateforme et qui demande à ses militants de venir regarder ces informations publiques, mais qui n'a aucune possibilité d'intervenir dans le process de recrutement, etc., donc des jeunes. Ce que j'ai dit dans le Moronou, c'est que si les différents partis politiques pouvaient être des relais de l'État en matière d'insertion professionnelle, en mettant sur leur page Internet, leur site Internet, etc., des informations publiques, mais moi je suis un ministre heureux, parce qu'on a créé aujourd'hui 201 guichets emploi dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Nous avons aujourd'hui 26 représentations de l'agence Emploi Jeune. Nous avons créé des plateformes numériques pour permettre aux jeunes d'accéder à l'information. Malheureusement, en dépit de tout ça, le défi se pose encore d'accès des jeunes pour que certains parmi eux ne viennent pas à l'information. Si le RHDP avait créé une plateforme de recrutement des jeunes, j'aurais été le premier à le dénoncer. Mais il ne s'agit pas d'une plateforme de recrutement. C'est une plateforme d'information sur des informations publiques. D'ailleurs, vous verrez sur cette plateforme que les informations publiées par l'agence Emploi Jeune les dimanches ou les mardis, puisque toutes les semaines, après avoir collecté les informations auprès des entreprises privées, l'agence Emploi Jeune publie entre 200 et 1000 opportunités d'emploi toutes les semaines. Donc cette plateforme n'a fait que prendre ces informations et la mettre sur une page d'un parti politique. Le EOJAC, qui est oui, mais il demande à leurs militants de s'identifier en tant que militants pour accéder. EOJAC, qui est le secrétaire exécutif du PDCI en charge des questions d'insertion professionnelle, mais je serais heureux d'avoir une série de travail avec lui pour lui mettre à disposition toutes les informations. Ce que je dis et ce que je n'ai pas apprécié, moi, dans ce débat, c'est de vouloir nous prendre à défaut sur notre impartialité et l'éthique que nous mettons au cœur de la politique gouvernementale et la politique étatique. Eh bien, on parle d'entreprise, monsieur le ministre, on parle d'entreprise partenaire à cette plateforme. Non, moi, je ne connais aucune entreprise partenaire à cette plateforme. Si
s'ils l'ont dit, c'est de la responsabilité de ceux qui l'ont dit et il reviendra aux entreprises donc de réagir. Ce que je sais, c'est que c'est une plateforme qui ne prend que l'information publique existante déjà pour la mettre donc sur un site. Maintenant, ce que je dis, au-delà de tout, parce qu'on a voulu nous chercher les poux dans les cheveux, comme si on n'avait rien d'autre à faire. Je le rappelle avec force que dans l'intervention de l'État, sur les questions d'employabilité, l'État est neutre. Et la preuve de cela, j'étais dans le Morono, vous savez que le conseil régional de Morono est géré par Mme Aka Véronique qui est du PDCI. C'est 2 milliards de francs CFA qui ont été octroyés au conseil régional du Morono pour prendre en charge 4 000 jeunes dans le Morono. Mais on n'a pas dit que les PDCI, on ne donne pas ces ressources. Ce que je dis, c'est que les TIMO, les travaux de médias dans les communes, même les communes de l'opposition ont vu en leur sein ouvrir dans des guichets emploi. Je prends, et c'est un cas qui m'a beaucoup peiné, parce que j'ai vu l'un de vos confrères qui a organe officiel du PDCI mettre à sa grande une toute cette confusion. Mais j'ai dit, mais Casion ne peut pas dire ça, puisque la mairie donc, de Toulopleu nous a sollicité en vue donc de l'aider dans sa politique d'insertion des jeunes, et nous avons mis en place un programme dans la mairie de Toulouse. Mais il le fait, il est maire, vous êtes... Non, alors ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, en tant qu'État, nous mettons à la disposition du public les informations. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aucun parti politique ne peut intervenir dans le processus. D'ailleurs, ils sont là, ces jeunes. Je vous souhaite, je vous propose d'avoir des offres avec eux après cette émission pour savoir s'ils ont été choisis en fonction de leur partenaire politique. C'est une confusion qu'on a voulu créer. Monsieur le ministre, il y a toujours des suspicions légitimes. C'est le RHDP, parti au pouvoir, qui tient toutes les manettes de l'administration publique et privée et qui initie une plateforme e-emploi RHDP. Donc, on se dit forcément qu'il y a des influences. Oui, mais l'inquiétude est légitime. C'est normal que des citoyens puissent s'interroger sur le fait que dans un État démocratique, sérieux, un parti politique recrute, etc. Mais je vous dis qu'il n'en est rien du tout. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que cette plateforme n'est pas une plateforme de placement à un emploi? Justement. Et que c'est juste des informations publiques. Monsieur le ministre. Et que ces informations sont déjà accessibles à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, je vous prends en mot. C'est que les autres partis politiques peuvent aussi, et d'ailleurs, si tant est que cette plateforme est une plateforme d'information uniquement, pourquoi pour y avoir accès, il faut un code, un numéro de militant du parti politique? D'abord, voici ce qui je vais vous donner mon point de vue, mais il faut appeler peut-être les concepteurs de cette plateforme qui vous répondent. Ce que j'ai compris, moi, puisque j'ai cherché à comprendre, c'est que au-delà de la plateforme, les initiateurs ont voulu profiler savoir quelle est l'association professionnelle donc, des militants qui sont à la recherche d'un emploi. Puisque pour accéder, vous devez remplir un certain nombre de choses. Bon, pour moi, tant que cette plateforme n'était pas une plateforme de recrutement, d'abord, ils n'en ont même pas la possibilité. Et que sur cette plateforme, on retrouve, et je le répète, des informations publiques. On aurait pu même faire l'économie d'une inscription. Parce que ce sont les mêmes informations publiques qui sont toutes sur la plateforme. Voilà la question. Non, mais je le dis, on aurait pu faire l'économie. Mais je vous rassure, il n'y a aucune suspicion. Et je vous rassure donc de la neutralité de l'État dans ces interventions. D'accord, monsieur. Je vais vous rappeler que dans le cas de la maîtrise d'ouvrage déléguée, 46 milliards de francs CFA ont été donnés à des régions, y compris des régions tenues par l'opposition. Je vais vous rappeler qu'on a ouvert des guichets emploi dans les mairies, y compris les mairies tenues par l'opposition. Vous rappelez que certaines... C'est votre rôle en tant que gouvernement. Oui, mais donc, on est dans notre rôle. Et donc, que ce soit le RHDP, le PPAC ou le PDCI, etc., je suis disponible et mes services sont disponibles pour apporter toute information qui peut être utile donc, aux jeunes. D'accord. Vous l'avez dit, l'État s'appuie sur les régions pour insérer les jeunes. C'est cela, c'est ce que vous appelez la maîtrise d'ouvrage déléguée, avec 46 milliards à peu près. Et ce programme spécial en faveur des jeunes du Nord, monsieur le ministre, où on en est exactement 2 ans après? Alors, pour que peut-être tout le monde... comprennent le contexte. Lorsqu'on a eu les premières attaques dans les zones nord, Kafolo, Toubor, etc., la réflexion profonde du chef de l'État, en tirant enseignement de ce qui s'est passé dans la sous-région, notamment les pays frontaliers, c'est que
très souvent, c'est des réponses militaires qui sont apportées. Les États n'ont pas suffisamment anticipé sur le volet social. Et malheureusement, ces mouvements extrémistes religieux s'appuient sur l'extrême vulnérabilité et l'extrême pauvreté des populations. La Côte d'Ivoire a apporté une réponse militaire efficace, mais a apporté aussi une réponse sociale, parce que c'était des zones totalement enclavées, des zones où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait pas d'eau potable, où il n'y avait pas de routes, où il n'y avait pas de réseau de téléphonie, où il n'y avait pas d'hôpitaux, etc. À travers ce plan Marshall, dans le cadre du PS-Gov qui a coûté 265 milliards de francs CFA, ce sont des zones qui ont été entièrement désenclavées, avec des routes sécuritaires, avec le réseau de téléphonie mobile, avec l'adduction en eau potable, avec des écoles, des dispensaires, des hôpitaux, et en ce qui me concerne, avec un programme en faveur de la prise en main des jeunes pour les sortir de l'extrême pauvreté et les mettre en activité. Ce programme visait 65 000 jeunes sur 3 ans, 2022, 2023, 2024. J'ai fait le point il y a 2-3 semaines dans le Bunkani. Nous sommes à 53 000 jeunes qui ont été pris en charge pour à peu près 21 milliards de francs CFA. Et nous venons de lancer donc, la 3e phase qui a commencé donc, il y a quelques jours et qui va impacter 23 000 jeunes sur la période 2024-2025. C'est-à-dire qu'on ira largement au-delà des objectifs. De 105 000, nous saurons, si vous faites le chiffre, le total, 53 000 plus 23 000, ça fait 76 000. Et ce programme est très suivi, puisqu'avec les partenaires au développement, Banque mondiale, PNUD, AFD, nous avons eu une mission terrain l'année dernière pour aller évaluer ce programme. Tous les grands médias internationaux ont été sur le terrain, et vous avez écouté les reportages de ces grands médias internationaux, des grandes organisations internationales telles que Human Rights Watch ou Crisis Group, pardon, ont été sur le terrain, etc. Et des différents rapports qui ressortent, c'est qu'on a un dispositif qui marche. Bien évidemment, il y a toujours des points d'amélioration, mais c'est un dispositif qui marche. Et je voulais ici saluer tout le corps préfectoral, parce que, comme c'est à l'instar des autres localités du pays, aujourd'hui, le ministère s'appuie sur le corps préfectoral pour assurer la transparence du processus. Et ça, je dis, et ce n'est pas seulement au nord, d'ailleurs, pour dire qu'aucun parti politique ne peut interférer dans les différents programmes, c'est que les processus de sélection en territoire le sont sous la présidence des préfets ou des sous-préfets sur l'ensemble du territoire national. On va revenir à l'entrepreneuriat, Monsieur le ministre. Le 18 novembre dernier, c'était la journée internationale de l'entrepreneuriat féminin qu'on vous a vu célébrer. Quelle est la place de la femme dans l'entrepreneuriat? 59% de nos bénéficiaires dans le programme d'entrepreneuriat sont des femmes. Donc, plus de la moitié. D'accord. Et c'est à tous les niveaux. Hein. Les primo-entrepreneurs, 100 000 à 1 million. Les micro et petites entreprises de 1 million à 5 millions et les projets structurants. Ce qu'on constate, c'est qu'aussi, à côté de ce que nous faisons, il y a Madame la Première Dame qui a lancé un programme ambitieux, qui est le FAFSI, qui permet aujourd'hui à près d'un demi-million de femmes sur l'ensemble du territoire national de bénéficier donc, de programmes dans l'entrepreneuriat. Et beaucoup parmi ces femmes sont des jeunes femmes. Donc cette journée a été l'occasion, d'ailleurs c'était parrainé par Madame la Première Dame, de célébrer toutes ces femmes entrepreneurs. Et avoir les témoignages. Je ne sais pas si elle est là, Miss Agriculture, qui... Parmi les jeunes, Miss Agriculture est-elle là? Bon, je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, ça a été l'occasion de mettre en avant toutes ces jeunes femmes entrepreneurs et qui ont des activités qui marchent et qui tirent aujourd'hui l'économie localement dans leurs différentes localités. Vous avez parlé de FAFSI, le fonds FAFSI. Il y a aussi le programme Usine des femmes de Côte d'Ivoire qui vise les femmes agricultrices, hein, qui a une durée de 3 ans avec 4 298 milliards. Il y a le programme d'appui aux femmes exportatrices, le fonds femmes et développement destiné aux femmes porteuses de projets avec 205 millions de dotations en 2019 et 500 millions en 2020. Monsieur le ministre, parlons d'entrepreneuriat en général. Là, on va laisser uniquement le côté des femmes. Les jeunes sont confrontés à beaucoup de freins, hein, Monsieur le ministre. Comment vous essayez de résoudre ces problèmes, notamment l'accès au financement? Oui, alors, beaucoup de jeunes entrepreneurs vous diront que le premier défi qu'ils ont, c'est l'accès au financement. Je vous ai parlé de GUD PME, dont la création, justement, pour les PME, vise à régler ce problème. Donc, c'est un fonds de garantie qui permet donc aux banques de prêter plus facilement donc, aux jeunes. Et ensuite, la formation, parce qu'elle est extrêmement importante. Vous pouvez être entrepreneur, vous voulez être entrepreneur,
mais cela nécessite un minimum de formation. Donc, le gouvernement développe à travers ses agences des dispositifs donc, de prise en main de ces jeunes, etc. Après, il y a l'accès au marché public. Aujourd'hui, vous savez que selon le Code du marché public, au moins 30% donc, de la commande publique est sous-traitée aux PME. Aujourd'hui, je sais que nous sommes largement au-delà donc, des 30%. Le chef de l'État allait plus loin. Dans la commande publique sous-traitée aux PME, son orientation, à l'occasion de son discours, c'était que des jeunes entrepreneurs puissent accéder à la commande publique. Et donc, avec la direction des marchés publics, des instruments sont en train d'être mis en place, de mesures, pour voir exactement, parmi toutes ces PME qui accèdent à la commande publique, combien sont dirigés donc, par des jeunes. Moi-même, il faut donner l'exemple, donc j'ai instruit mes collaborateurs, à partir du 31 décembre 2024, tous ces marchés qui ne nécessitent pas un appel d'offres, etc., je parle donc des petits marchés d'entretien, etc., ceux qui auront ces marchés seront donc des jeunes bénéficiaires de nos dispositifs. Parce qu'on forme des jeunes à l'entretien de climatiseurs, on forme donc des jeunes en gardiennage, on forme des jeunes dans différents métiers. Et je pense qu'en tant qu'État, pour des marchés qui ne nécessitent pas donc, un appel d'offres, on peut impulser. Donc voilà un peu donc, ce que le gouvernement fait. Est-ce que le problème de qualification n'est pas aussi un souci, la qualification de nos jeunes? Le secteur privé s'en plaint, par exemple. Ils se plaignent du fait que... Oui, mais là, on n'est plus dans l'entrepreneuriat. Là, il s'agit, effectivement, on a un secteur privé qui est de plus en plus dynamique et qui pose le problème de main-d'œuvre qualifiée. Mais vous avez aussi des jeunes qui sont de plus en plus nombreux qui posent des problèmes d'accès au marché. Comment faire coïncider et donc, le besoin du secteur privé qui a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et l'aspiration des jeunes à avoir un emploi? Réforme de notre système de formation professionnelle. J'ai eu l'opportunité de conduire pendant une année et demie cette réforme. Mon collègue Nguessan Kofi fait un travail extraordinaire aujourd'hui. Vous verrez que depuis bientôt quelques années, notre système de formation professionnelle est en train de changer de visage avec de nouveaux lycées professionnels, avec du matériel de dernière génération et en cohérence avec les besoins de notre économie. Mais ça, c'est des réformes qui peuvent venir encore dans 2-3 ans. Mais vous avez tous ces jeunes qui sortent sur le marché du travail. Mon ministère, à travers l'Alliance Emploi Jeunes en partenariat avec le secteur privé, prend en charge un volume important de ces jeunes, avec qui nous travaillons. Vous faites bien, je vais vous donner quelques exemples. Il y a quelques entreprises, par exemple, dans le cadre de l'apprentissage, avec qui nous avons travaillé, je peux les citer, si ça ne vous dérange pas. Allez-y très rapidement, vous avez... par exemple, avec un programme avec PANSI, où il y a 1104 jeunes l'année dernière, au cours de l'année de la jeunesse, qui ont été préformés. Et sur les 1104 jeunes, 986 ont été insérés par PANSI. Donc un taux d'insertion de 89%. Avec NBCI, Nouvelle Brasserie de Côte d'Ivoire, 350 jeunes formés, 316 jeunes insérés, 90% de taux d'insertion. Quand je prends avec le ministère du Tourisme, dans le cadre de la CAN, 1200 jeunes que nous avons formés avec le ministère du Tourisme pour les hôtels de la CAN. Sur les 1200 jeunes, 1063 ont été insérés, soit un taux d'insertion de 89%. Donc, à côté du parcours de la formation initiale, mon ministère ou le ministère de l'enseignement technique développons beaucoup de programmes de formation, de reconversion, d'apprentissage qui permettent sur une période de formation de courte durée d'améliorer l'employabilité des jeunes. Et ça marche parce qu'on a des taux d'insertion très élevés. Monsieur le ministre, je voudrais revenir sur le volet entrepreneuriat. Est-ce que tous ces jeunes que vous avez évalués, qui ont bénéficié de financement aujourd'hui, est-ce qu'ils ont réussi à tous les niveaux où vous avez noté des échecs? Écoutez, en entrepreneuriat, tous les spécialistes vous diront qu'il n'y a jamais de réussite à 100%. Bien sûr. Le plus important, c'est de réduire au maximum les cas d'échec. Beaucoup de jeunes ont réussi. Vous avez quelques-uns qui ont pris la parole, vous-même vous avez montré quelques-uns, mais il y a des cas d'échec. Bien sûr. Et sur ces cas d'échec, l'idée, c'est de comprendre les raisons de l'échec et voir ceux qui peuvent être rattrapés. Et donc, il y a toujours le dispositif d'accompagnement. D'accord. Parce que souvent, la conjoncture a été aussi responsable. Pendant la période de la Covid, par exemple, où il y a eu des problèmes de ravitaillement à certains produits, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont été impactés. Monsieur le ministre, mais qui ont bénéficié après d'un appui de l'État à travers donc, les fonds Covid. Je suis obligé de vous couper. On va y aller dans quelques secondes au téléphone avec Régis Kofi pour boucler cette émission. Mais monsieur le ministre, avant d'y aller, justement, quid des 5000 jeunes formés au métier du sport?
Alors, sur les 5 000 jeunes formés au métier du sport, un peu plus de 2500 aujourd'hui ont pu avoir une insertion à travers des programmes de stage, etc. Et le responsable du programme qui est là, nous continuons, puisque c'est un programme très... Ils seront insérés? Alors, pas tous, puisque dans la conception du projet, il y a certains qui seront insérés au sein d'entreprises privées dans le domaine du sport, mais il y en a qui vont s'installer à leur propre compte. Donc, ils seront financés? Ils seront financés et des ressources ont été mobilisées. Ceux qui n'auront pas pu être insérés et qui veulent se retrouver dans l'entrepreneuriat, nos équipes vont les accompagner et ils auront les financements nécessaires pour s'installer. Merci, Monsieur le ministre. Régis Kofi, à vous. Une question, s'il vous plaît. Mais oui, Hamdia Diaby, j'aurais voulu vous poser plusieurs questions au ministre donc, mais nous sommes pris par le temps. Et une seule question. Madame Mariam Konaté pose la question de savoir que deviennent les jeunes qui ont perdu leurs activités après les déguerpissements dans la ville d'Abidjan. Allez-y. Du président de la République et du Premier ministre, il y a eu un conseil des ministres qui a donné des orientations très précises il y a quelques mois. Mon département ministériel a eu en charge donc, de profiler tous ces jeunes et donc de trouver des solutions pour leur réinstallation. Et donc, j'ai déjà le premier rapport. Près d'1 millier d'entre eux ont pu être profilés. Et nous sommes donc dans l'accompagnement en vue donc, de leur réinstallation. Mais cela va se faire en partenariat avec les collectivités territoriales, notamment les communes. Et ici, je dois me faire aussi l'avocat de ces jeunes. On est tous d'accord que l'assainissement de nos communes, c'est extrêmement important. Le désordre urbain est quelque chose à bannir. Mais il faut en même temps, chaque fois, trouver des solutions alternatives donc, pour ces jeunes. Il faut les recaser. Voilà, les recaser. Et ce dialogue a déjà commencé. Certains ont pu avoir des sites de recasement. D'autres sont encore en attente de ces déclasements. Il faut que les maires de la commune d'Abidjan ou à l'intérieur du pays acceptent de travailler avec nous pour que, pour chaque jeune, on puisse trouver une solution. Parce que s'il y a le site de recasement, nous, on peut intervenir plus facilement à travers nos partenaires pour les financements. Mais s'il n'y a pas de site de recasement, c'est il y a problème. Monsieur le ministre, en 30 secondes, vous allez répondre à ces deux questions-là. 30 secondes. Je vais essayer. Allez-y. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les migrants de retour? Et puis vous-même, quel bilan vous faites de votre politique de formation, de politique de promotion de la jeunesse? D'abord, pour les migrants de retour, pour ceux qui sont venus donc, de la Tunisie, du Niger, vous avez vu, ils ont été profilés, certains ont été pris en charge. Aujourd'hui, nous avons près de 300 d'entre eux qui ont reçu leur financement. Nous avons près de 171 dossiers en cours d'instruction auprès donc, de nos partenaires. Donc la dynamique se poursuit. Alors, moi j'ai un avis. Aujourd'hui, pour ne pas donner une prime à l'impunité, parce qu'ils sont partis d'eux-mêmes, et l'État, dans un élan de solidarité, a décidé de secourir ces jeunes qui étaient en détresse. Mais pour moi, il est nécessaire de changer les mentalités. Parce que lorsqu'on a des jeunes qui ont eu 900 000, qui ont eu 400 000, qui ont eu 1 million, qui ont des activités que vous avez présentées qui marchent, ceux qui vont avec 4 millions, 5 millions, 6 millions n'ont pas d'excuses. Et donc... ce n'est pas qu'ils n'ont pas de travail. Hein. Il y en a qui ont dû... Mais selon l'OIM, 85% des candidats à l'immigration avaient un emploi avant de partir. Oui. Alors, il y a rapport de l'OIM. Non, mais c'est l'illusion d'avoir beaucoup plus que ce qu'on a. C'est pour ça que je pense, moi, que pour les prochains retours des migrants, il va falloir avoir une phase transitoire. Alors, et ma proposition, qui sera de la table du Premier ministre, c'est que tous ces jeunes que nous allons aider à revenir passent un temps dans les centres de services civils pour un réarmement moral. Sinon, si nous ne retravaillons pas la mentalité de ces jeunes, quel que soit le niveau d'investissement qu'on va faire, ils seront toujours tentés de partir parce qu'ils ont l'illusion d'avoir plus ailleurs. Merci, Monsieur le ministre. Votre politique de promotion de la jeunesse? Non, ce n'est pas ma politique de promotion. La politique du gouvernement? La politique du gouvernement du président Alassane Ouattara, je ne suis qu'un émissaire et je mets en œuvre. Allez-y. Moi, je note, et si on veut être objectif, c'est vrai que vous écrivez dans un journal de l'opposition, quand vous prenez la situation des jeunes en Côte d'Ivoire avant 2011, et vous prenez la situation des jeunes en Côte d'Ivoire après 2011, pour moi, il n'y a pas photo. Oui, mais monsieur le ministre, parce qu'il y a eu la guerre. On était occupé à... Oui, mais tout s'est intégré. Nous, il y a eu la Covid, il y a eu d'autres problèmes, il y a eu la guerre en Ukraine, etc. Malgré toutes ces conjonctures, la responsabilité d'un gouvernement, c'est justement de prendre des mesures, etc., pour atténuer les effets de ces crises. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, bien sûr, parce qu'il y a encore de nombreux jeunes qui sont en attente de perspectives. Mais je dis que dans notre pays, on peut voir, donc, rappelez-moi votre nom. Monsieur
On peut voir Mathias, on peut voir Koné, on peut voir d'autres personnes, ces jeunes entrepreneurs, ceux que vous avez montrés à la télé, on peut les voir en Côte d'Ivoire, des start-up que nous avons accompagnés. Il y en a beaucoup de millions d'autres que nous avons accompagnés à Vivatech avec moi, avec mon collègue Khalil. Des start-up qui mobilisent aujourd'hui des milliards de francs CFA sur le marché. Aujourd'hui, il y a une dynamique de promotion des jeunes. Je prends les prix d'excellence, la promotion de l'excellence, où ces jeunes qui sont excellents dans leur domaine, qui sont valorisés dans ce pays. Donc, aujourd'hui, le chef de l'État a donné un vrai contenu à la promotion donc, de la jeunesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté les autres. Notre responsabilité, c'est d'aider toute la jeunesse à grandir. Voilà. Sans laisser aucun jeune de côté. Ils sont beaucoup qui attendent. Et c'est normal. Et notre vocation à tous, c'est de les aider à avoir donc des opportunités. Et quand cela se fait dans un environnement sans Monsieur le ministre Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse. Merci, Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans quelques mois, probablement dans le premier trimestre de 2025, on vous rappellera ici, Monsieur le ministre, peut-être avec quelques-uns de vos collègues concernés par le PGGouv pour encore parler des problèmes des jeunes de Côte d'Ivoire et des solutions que vous, autorités, vous proposez. Merci à vos collaborateurs qui sont venus nombreux. Saint-Claver-Oula, merci. Merci Hamza, merci monsieur. Un grand merci à mon équipe, cette dynamique équipe, toujours prête à vous servir et vous offrir le meilleur. Afficiata Dosso, tous les techniciens, toute la réalisation conduite par Awa Savadogo, le tout sous la coupe du directeur des magazines d'information, Lanciné Koné. Merci de votre confiance et à très vite sur RTI. Merci.